Bien, ben bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire que nous organisons à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, que nous avons intitulé, donc pour notre thème d'aujourd'hui, après le Covid, comment engager les entreprises pour aller vers l'élimination du paludisme. Donc nous avons déjà nos panélistes qui sont quelques-uns en tout cas qui sont déjà avec nous. On en attend encore deux autres. Nous avons pour aborder les différents points de notre webinaire aujourd'hui donc docteur Antoine Meatano, qui est directeur du programme national de lutte contre le paludisme euh, de Côte d'Ivoire. En ligne avec nous, il y a déjà aussi Madame Thérèse Ouedraogo, qui est responsable de communication et développement durable pour Bolloré Transport et Logistique au Burkina Faso. Jaziel Mandak, qui est lui qui représente donc la Total Energy, qui est manager hygiène, sécurité, environnement, qualité, donc à Total Energy Cameroun, donc qui est qu'on va retrouver dans les intervenants. Nous attendons d'une minute à l'autre docteur Dorothy Achou, qui est secrétaire permanente du programme national de lutte contre le paludisme du Cameroun, et enfin docteur Tougri, qui lui aussi va intervenir, qui est coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme du Burkina Faso. Donc, comme vous voyez, on a des acteurs publics et privés. C'est aussi ça l'esprit de des réunions que nous organisons. Hein. Vous en connaissez, pour ceux qui ont l'habitude maintenant, le format et le déroulement. Avant de leur passer la parole, je vais peut-être rappeler quelques mots de contexte et donner quelques perspectives et rappel des objectifs que nous nous étions fixés pour cette réunion. Tous les ans à peu près, maintenant depuis 10 ans, nous faisons un événement à l'occasion de la Journée mondiale contre le paludisme. C'est vrai que au bout de l'année dernière, quand nous avons partagé le point de situation, nous étions, on observait ce que l'OMS indiquait comme une recrudescence des cas de paludisme et une augmentation du nombre de décès qui était beaucoup lié en 2020 à évidemment à la crise du Covid, hein, comme vous le savez. Donc, nous étions là sur un impact visible et on verra cette année, en tout cas en 2021, est-ce que la situation a perduré ou est-ce qu'il y a eu des progrès sur le panorama global. On va dire le paludisme reste quand même un problème majeur de santé publique qui concerne, j'ajouterais même de développement, qui concerne encore essentiellement le continent africain, comme vous le savez, qui est de loin l'épicentre de la maladie, puisqu'on compte à peu près 95% des cas dans le monde et de décès qui ont lieu qui surviennent sur le continent africain. Vous savez que parmi les plus vulnérables, ce sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui constituent les principales victimes. Et il y a un chiffre qui nous frappe tous quand on le rappelle, c'est le fait qu'un enfant aujourd'hui meurt du paludisme toutes les minutes. Alors bien sûr, l'OMS a une stratégie mondiale de lutte contre le paludisme, appelle les pays à élaborer des plans nationaux pour lutter contre la maladie. Donc on verra un petit peu justement comment de manière concrète ces plans s'élaborent donc avec l'exemple de 3 pays, Côte d'Ivoire, Cameroun et Burkina Faso. Et nous allons passer la parole aussi à des acteurs économiques, donc d'entreprises qui sont bien sûr concernés par la maladie. Vous le savez pour en être aussi être sur le terrain et souvent dans des fonctions qui vous confrontent à ces défis, que le paludisme est un
problème non seulement qui a un coût humain, mais aussi en termes d'absentéisme, en termes de budget, ce que c'est source de dépenses médicales aussi pour les familles, les populations locales et pour les travailleurs. Donc ça, ce sont des sujets que nous allons voir. Il y a trois sujets qui sont majeurs dans ce que nous allons, dans les enjeux que nous souhaitions discuter aujourd'hui. Il y a bien sûr beaucoup d'enjeux liés au financement, à la nécessité de rechercher des ressources complémentaires, internes, domestiques, la nécessité d'augmenter aussi l'ensemble des ressources pour arriver à atteindre les objectifs d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Ça, c'est l'objectif de l'OMS. Maintenant, nous avons aussi des sujets comme la résistance des moustiques aux insecticides et la résistance des parasites aux médicaments qui progressent dans de nombreux pays. Donc, ça, ce sont des sujets qu'on doit garder à l'esprit et nous verrons de manière très concrète maintenant comment les choses se présentent sur le terrain. Donc, je vais d'abord passer la parole à Dr Antoine Meatano, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme de Côte d'Ivoire, pour qu'il nous fasse justement ce point de situation. Et je le remercie encore vraiment chaleureusement d'avoir trouvé du temps pour nous rejoindre cet après-midi. Je sais que notamment cette semaine est très chargée pour nous tous. Donc, Antoine, Méa, merci. Et à toi la parole pour quelques minutes, donc pour 10 minutes. Le micro est coupé, hein? Voilà. C'est bon. Bonjour Eric. Bonjour. Je salue tout le monde, je salue tous les collègues, docteur Dorothy Achou, Gauthier de Burkina et tous ceux qui sont dans ce webinaire. Il faut dire que nous sommes très heureux de nous retrouver ici pour parler de paludisme et santé en entreprise. On a fait la journée mondiale hier qui a eu lieu à Dabou. On a fini pratiquement hier à 19h sur la présence du ministre de la Santé. Et donc, je vais vous envoyer juste une présentation pour soutenir cette discussion. Donc, je vais essayer de partager. Si je n'y arrive pas, je vais vous demander de m'aider, quoi. Ah, d'accord, parce que là, faut que je retourne dans dans les mails, parce qu'on ne l'avait pas tout à l'heure. Donc, ça a été envoyé là par mail, c'est ça? Oui, tout à l'heure par mail. Tout à l'heure par mail. On n'avait pas. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut. Alors, le temps de la charger, est-ce qu'on peut déjà faire une première. Déjà une petite introduction sur. Le sommaire de la présentation, oui, ça va être, là, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je vais demander en attendant qu'on charge la présentation parce que ça met un peu de temps, le temps qu'on la. Ok, donc il n'y a pas de problème, je peux commencer. Oui, ce serait bien de commencer, de démarrer de façon à ce que le temps qu'on la charge. Oui. Ok, donc le titre, comme on a dit, comme on l'avait proposé, c'est parler de la. Comme nous avons fait une proposition sur le déroulé de cette réunion. Donc, on va parler du point de la situation sur le paludisme en Côte d'Ivoire, l'impact de la crise sanitaire Covid sur les activités de lutte contre le paludisme, les priorités actuelles et surtout pour la priorité de 2022, les principaux défis à relever en matière de couverture AMILDA, résistance de financement et l'implication du secteur privé. Et nous allons terminer par une conclusion. Eric, est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bon, je suis toujours. Mais le temps de charger, on doit convertir le fichier en PDF. Donc, est-ce qu'on peut démarrer, avancer comme ça? On va rattraper avec les slides après.
OK. Et donc, le paludisme demeure, comme on l'a dit, un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire, avec 33% des motifs de consultation. En introduction, on dira que l'élimination de cette maladie passe par la réduction des cas à travers la mise en œuvre efficace et efficiente d'une bonne planification impliquant toutes les parties prenantes. En épidémiologie, ce que je peux dire rapidement, on peut dire que l'incidence du paludisme dans la population générale est passé de 230 pour 1000 à 173 pour 1000. Chez les enfants de moins de 5 ans, à 597 pour 1000 en 2019, à 441 pour 1000 en 2020. Et le nombre de décès depuis 2017 connaît une réduction importante. Donc, le décès est passé de le nombre de décès est réduit de 50% en 3 ans, passé de 3222 en 2017 à 1316 en fin 2020. Bon, comme vous n'avez pas encore l'image, mais nous avons fait juste une carte pour étayer tout ce que nous avons dit. Mais lorsque vous allez voir la présentation, vous allez voir. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les activités en 2020? Il y a eu une perturbation de la mise en œuvre du plan opérationnel 2020. Toutes nos activités ont pratiquement été reportées parce que le premier semestre était difficile pour mener en œuvre les activités. Je donne l'exemple, par exemple, de la pulvérisation intradomiciliaire qui était prévue au premier semestre, qui a eu lieu pratiquement fin troisième trimestre, début quatrième trimestre. Et donc, cela a entraîné aussi une baisse de la fréquentation des centres de santé. Et en 2019, la fréquentation totale des centres de santé était à 49,7%. Mais en fin 2020, le taux de fréquentation est passé à 46,7%. Cela démontre qu'il y a eu vraiment une baisse des taux de fréquentation des centres de santé. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de contingence a permis de circonscrire cette baisse de fréquentation et la reprise des activités. Il faut dire que c'est la communication et la sensibilisation au niveau national, tout ceci a contribué à cette reprise de la fréquentation des centres de santé. Quelles sont les priorités actuelles de notre stratégie? Les priorités actuelles sont développées à partir de la stratification des interventions. Je voulais juste faire ici, c'est-à-dire que nous avons stratifié la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire sur le plan épidémiologique et sur le plan de lutte antivectorielle. Donc, c'est l'accès universel à la prévention, MILDA, de première et seconde génération, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux types de MILDA en Côte d'Ivoire, les moustiquaires de seconde génération et les moustiquaires de première génération et les moustiquaires de seconde génération. Donc, l'accès universel aussi à la transmission au TPI et à la lutte antivectorielle et la PID. L'accès universel au diagnostic et au traitement du paludisme dans le public, le privé et au niveau communautaire avec la SICM. Et ce que nous faisons, ce qu'on appelle les stratégies avancées dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Il faut dire qu'avec tous les efforts que le gouvernement fait, aujourd'hui, on a au moins 29% de la population qui est située à plus de 5 km d'un centre de santé. Donc, pour ces populations qui sont loin de ces centres de santé, nous développons des activités qu'on appelle des stratégies, des consultations en santé avancées pour rapprocher les services de prévention de prise en charge de ces populations. Et aussi, c'est la surveillance et le suivi évaluation de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, la communication pour le changement social et comportemental et le plaidoyer, et bien sûr, faire la recherche dont nous venons de finir les 20 et 21, le colloque scientifique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, qui a vu la participation du Togo, du Mali. Comme priorité, en 2022, les activités de lutte antivectorielle, c'est la poursuite de la distribution des MILDA en routine de 0 à 5 ans, et je suis pas enceinte. La mise en œuvre de la troisième campagne de pulvérisation intradomiciliaire qui se fait dans 2 districts. Les activités de démoustication dans 6 régions. Et la communication, bien sûr, pour le changement de comportement à travers des multiples canaux, la radio, la télévision, les radios de proximité surtout, avec des camions podium, et puis et aussi les réseaux sociaux. Le camion podium a dit que nous utilisons des prestataires, des artistes, et nous passons dans les régions les plus endémiques pour leur expliquer, afin que la population s'approprie les mesures de prévention de prise en charge du paludisme.
Quels sont les principaux défis à relever en matière de couverture en 1000 dents, en matière de résistance? C'est de maintenir la couverture universelle des 1000 dents. Et là, je vais juste m'arrêter pour dire que en matière de résistance des vecteurs aux insecticides en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, nous avons 28 districts aujourd'hui où les moustiquaires standards ne sont plus efficaces parce qu'il y a une forte résistance des vecteurs aux insecticides aujourd'hui usuels qu'on utilise. Donc, dans ces districts, au cours de la campagne qui a eu lieu en 2021, 21 districts ont bénéficié de moustiquaires de seconde génération. Ça veut dire les moustiquaires avec intercepteur G2 et les PBio. Et donc, sur les 113 districts, nous avons moins de 28, les autres ont bénéficié des moustiquaires standards. Et même ces moustiquaires standards aussi, nous avons stratifié pour savoir quel est l'insecticide qui marche en fonction des zones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là où la moustiquaire est utilisée, la moustiquaire se trouve dans la zone qui est efficace. Et donc, un des défis qui reste, c'est d'augmenter son taux d'utilisation. Parce que le taux d'utilisation, après la dernière campagne, après la dernière enquête post-campagne, nous étions à 63% de taux d'utilisation. L'EDS, on vient de terminer, on va attendre les résultats. Et nous allons commencer l'enquête post-campagne dans ce mois de mai. Cela va nous permettre de voir si le taux d'utilisation de 63 s'est amélioré. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de stratification, c'est de poursuivre cette stratification d'intervention en fonction de l'endémicité et de la sensibilité des vecteurs aux insecticides. Parce que nous avons 28 districts dans lesquels les vecteurs sont, comme ça même, la résistance est avérée. Il faut poursuivre cette stratification pour qu'on s'assure que le nombre de districts n'a pas augmenté. Et il faut augmenter le taux de couverture des femmes enceintes en SP3. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le problème que nous avons, c'est les consultations tardives, ce qui fait qu'on a un petit taux on a un faible taux de femmes enceintes qu'on voit en SP3, parce que les femmes arrivent soit à 4 à 5 mois pour le premier contact, soit à 6 mois, voire même 7 mois pour le premier contact avec l'hôpital, avec le service de consultation prénatale. Donc, cette femme ne pourra pas bénéficier de ces 3 SP avant l'accouchement. Donc, vraiment, pour nous, c'est un véritable problème pour qu'on puisse vraiment augmenter le taux de couverture des femmes enceintes en SP. Et passer aussi à la saturation des interventions communautaires. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans 113 districts où on fait des activités communautaires, mais nous voulons saturer. Là où nous sommes, si nous sommes dans un district, il faut que tous les villages qui sont situés à plus de 5 km de santé soient couverts en ASC. Donc, c'est pour ça que nous disons saturation au niveau des interventions communautaires, au niveau des ASC et des groupements féminins. Et intensifier la supervision aussi des cliniques privées, et le paramétrage de leurs données, disponibiliser les intrants partout où besoin y est, surtout la SP et la MILDA à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Quelle est l'expérience de collaboration? Parce que le titre, c'est comment travailler avec le secteur privé pour éliminer le paludisme. Donc, ici, nous sommes en train de vous partager juste un peu l'expérience de collaboration que nous avons avec le secteur privé. La première des choses que nous avons avec le secteur privé, c'est que nous avons commencé à travailler avec le secteur privé depuis quelques années. Je pense que la première réunion qu'Éric avait organisée en Paris, la Côte d'Ivoire était présente, la Côte d'Ivoire était représentée par Madame le Docteur Bleu. Donc, après cela, nous avons fait une enquête au niveau du secteur privé, une étude qui nous a permis de savoir, pour apprécier la contribution du secteur privé dans la lutte contre le paludisme. Et cette enquête nous a permis de voir, de nous rendre compte que le secteur privé n'a jamais pris en compte, n'a jamais calculé les coûts indirects de la lutte contre le paludisme. Il prenait en compte seulement que les coûts directs, sans tenir compte des coûts indirects, parce que quand quelqu'un est malade, quand une personne contracte le paludisme, la personne fait 3 jours à la maison, on embauche quelqu'un d'autre pour venir à sa place. Mais on paye 2 personnes, mais le coût indirect n'est pas pris en compte. Donc, vraiment, ça a permis au secteur privé de se rendre compte que, vraiment, il dépense beaucoup dans la lutte contre le paludisme et qu'il devait prendre beaucoup plus de dispositions. Et donc, nous sommes rentrés dans le secteur privé en collaboration avec des fêtières qu'on appelle ACPCI, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, et avec la CECI, qui est la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire. Eric a eu l'occasion de la rencontrer la dernière fois qu'il était ici. Et donc, au niveau de la clinique privée de Côte d'Ivoire, la collaboration, c'est de dispenser, eux, ils font des bénéfices. La collaboration, c'est de dispenser la sulfate de pyrimétamine
et les 1000 DA aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Et donc, cela, ils font cette dispensation de façon gratuite et donc, ils rapportent vraiment aussi les données. Mais avec la CECI, c'est la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire, les formations sanitaires qui se trouvent dans les entreprises, ils ne font pas de bénéfices. Donc, ceux-là, dans le cadre de l'approche district, reçoivent les intrants gratuitement et rapportent et donnent leurs données aux différents districts sanitaires. Nous sommes partis aussi à la mise à niveau des prestataires privés pour l'application des directives. Parce que c'est vrai, si nous voulons travailler au privé, il faut qu'ils appliquent aussi les directives afin que les personnes qui viennent pour les consulter soient prises en charge dans de bonnes conditions. Et on pratique aussi ce qu'on appelle la supervision des activités par le district en collaboration avec le PNLP. Et le secteur privé participe aussi. On fait le plaidoyer du secteur privé avec le patronat. Avec le patronat, on continue toujours le plaidoyer, mais on invite le secteur privé, que ce soit la coalition, c'est fêtier à participer à nos grandes réunions, on appelle les réunions de task force, qu'on appelle les réunions d'orientation, qu'on appelle les grandes réunions de coordination, et aussi, ils participent aussi à l'élaboration de nos documents normatifs. Aujourd'hui, le plan stratégique que nous avons, tous les documents que nous avons sont élaborés en collaboration avec l'appui aussi du secteur privé, pour qu'ils se sentent vraiment impliqués dans la lutte. Bon, malheureusement, vous n'allez pas voir, mais j'ai fait juste un schéma pour montrer comment une organisation, un résumé du cadre de collaboration. Après ça, Eric pourra vous partager, vous allez voir vraiment cette image qui montre que nous sommes partis avec le secteur privé. Il y a deux types, il y a le secteur privé lucratif et un secteur privé non lucratif. Le secteur privé non lucratif, ce qu'on appelle les entreprises normales, qui ont ce qu'on appelle l'information sanitaire, qui ne font pas de bénéfices. Le secteur privé lucratif, ce sont les cliniques privées. Voilà, donc le détail, c'est juste pour voir ce détail-là. Et donc, j'ai donné quelques résultats que nous avons obtenus avec le secteur privé. Juste pour vous donner le nombre de cas de paludisme simple par secteur et par tranche d'âge rapportés au niveau du privé. À la fin de l'année 2021, enfin, de 2018 à 2021, au niveau du privé, chez les enfants, il y a eu 47 014 enfants qui ont été pris en charge correctement au niveau du secteur privé et 47 014 personnes qui ont été prises en charge dans le cadre du paludisme pour les adultes, c'est-à-dire plus de 5 ans. Et les moins de 5 ans, nous avons eu 181 880 enfants qui ont été pris en charge au niveau du secteur privé. Donc, le secteur privé nous a permis de prendre en charge 228 894 personnes. Donc, si on n'était pas dans le secteur privé, toutes ces personnes n'allaient pas être prises en charge et soit n'étaient pas aussi connues. Mais on s'est dit que ça représente seulement que 3 à 4% des cas de paludisme sont rapportés dans le DHH2. Mais le problème que nous avons ici, pour dire, c'est que tout le secteur privé n'est pas encore paramétré dans le DHH2. Donc, ce qui fait que nous avons des données qui n'y sont pas. Et dans le temps, on fait des collectes actifs pour avoir les données. Et donc, l'intégration dans le DHH2 est en train de se faire. Donc, nous pensons que ça va vraiment nous aider. Donc, on a présenté l'image le secteur privé, parce qu'on a parlé de partenaires. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, nous avons le secteur public, le secteur privé, et nous avons un groupe scientifique d'appui. Nous avons les universités, nous avons les institutions de recherche, les partenaires qui sont comme l'État de Côte, les partenaires qui sont le Fonds mondial, PMA USAID, l'OMS et le Fonds mondial. Donc, tout le monde contribue à la lutte contre le paludisme. Pour dire qu'en matière de financement, la lutte contre le paludisme, nos partenaires financiers sont le Fonds mondial depuis le round 6 et au NFM 3. Nous avons PMI depuis 2017, donc nous sommes au MOP 23. Et donc, sans oublier UNICEF, OMS et RBM et l'État de Côte d'Ivoire. Donc, Eric, il faut dire qu'en conclusion, la stratification des interventions, la mise à l'échelle de l'AICCM, la disponibilité des intrants à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la mobilisation des ressources externes et domestiques avec l'implication plus accrue du secteur privé pourra nous permettre de respecter le rendez-vous de 2030.
Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, docteur Tano, vraiment pour cette présentation très concentrée. Je voudrais juste, puisqu'on n'avait pas à ce moment-là la présentation au début, remontrer les chiffres justement de l'incidence pour voir un petit peu l'évolution depuis, parce que je pense que vous aussi, vous avez été marqué en 2020 peut-être par vous avez eu l'impact évidemment de la pandémie. Mais par rapport, une première question que je poserai avant de passer à Dr Tougri au Burkina Faso, c'est est-ce qu'on est sur une tendance plutôt aujourd'hui de baisse des cas et des décès? Merci Eric. Sur les décès, oui. Mais sur le nombre de cas, on peut dire que nous sommes toujours en train de recruter. Bientôt, on a atteint pratiquement le sommet et on va bientôt redescendre. Pourquoi? Eric, parce que nous sommes passés du public, nous sommes allés dans le privé et nous sommes dans la communauté. Et dans la communauté avec ce qu'on appelle avec les ASC. Et donc, avant, on avait seulement que 30 districts. Aujourd'hui, nous sommes dans 113 districts. Et bientôt, nous allons couvrir pour atteindre tous les districts de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est après ça qu'on pourra dire, oui, on est prêt, on peut dire qu'il n'y a pas de recrutement de cas. Mais aujourd'hui, l'incidence est toujours un peu élevée. Mais le nombre de cas, ce qu'il faut dire, ce qui était intéressant, qui est écrit, c'est que le nombre de décès depuis 2017 a commencé à baisser. Aujourd'hui, en fin 2020, nous sommes à 1316 décès. Donc, en 3 ans, il y a eu une réduction de plus de 50%. Et en 2021, même encore, le nombre de décès après l'année, nous sommes à 1212 cas de décès. Pour dire qu'en matière de mortalité du paludisme, il y a une bonne baisse de cas de décès, mais nous sommes en train de recruter toujours. Mais c'est ce qui nous rassure pour dire que c'est vrai, il y a beaucoup de cas, mais la population meurt moins désormais. Ça, c'est un progrès très important, effectivement. C'est cette baisse des décès liés au paludisme en Côte d'Ivoire. Et après, il y a tout ce travail qui est fait. On va pouvoir revenir là-dessus. Je pense qu'il y aura des questions. Donc, je rappelle que tous ceux qui participent peuvent poser des questions dans le chat, adresser des questions aux panélistes. Je pense qu'il y a eu des choses aussi qui ont été dites sur la résistance, le travail qui est fait de cartographier les régions pour bien connaître les résistances aux insecticides et utiliser les bons outils et les bonnes mildas. Je pense que ça, c'est intéressant. Donc, on va rester là pour l'instant sur la présentation. Merci encore. On va passer au docteur Tougri. On va donc aller maintenant au Burkina pour le panorama que va nous proposer, le point de situation que va nous proposer docteur Tougri, qui nous a rejoint d'ailleurs, je pense, maintenant. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. On va mettre votre présentation en ligne qui va arriver là maintenant. OK, normalement, elle était déjà. Voilà. Donc, merci aussi à vous. Donc, on va passer maintenant sur le point de situation que vous allez nous faire sur le Burkina Faso. Et ensuite, on va donner la parole à nos témoins d'entreprise. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité qu'on nous donne pour pouvoir, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, de voir avec le secteur privé qui est une partie prenante très importante, mais pour le moment un peu négligée dans la lutte, qu'on puisse ensemble, à partir de ce 25 avril, booster et pouvoir amener le Burkina à pouvoir réduire le fardeau. Pour le plan de présentation qui nous a été donné, je pense que nous allons suivre. On nous a demandé de présenter d'abord le profil épidémiologique. Donc, pour rappeler que c'est comme pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, pour le Burkina, c'est toujours un problème de santé publique, pour ne pas dire le problème de santé publique, qui vraiment freine le développement socio-économique du pays
pour des raisons, parce que les chiffres ne sont pas très réjouissants. Quand on regarde dans le rétroviseur en 2021, nous avions eu plus de 12 millions de cas par rapport au Côte d'Ivoire qui est moins de quelques millions. Donc, pour dire que c'est toujours le premier problème au niveau du Burkina et que vraiment, on a eu pas mal de décès, malheureusement 4355 décès, qui est représente peut-être, on dit 11 à 12 personnes par jour sont décédées au niveau du Burkina pour le paludisme, alors qu'on peut l'éviter et constitue toujours première cause de consultation, premier motif de consultation, première cause d'hospitalisation et malheureusement première cause de décès dans nos formations sanitaires. Donc, quand on regarde, ça c'est les chiffres, on regarde un peu l'image qui est à votre droite. Si vous revenez, l'image, vous voyez, ça c'est un peu l'incidence, c'est l'incidence en 2020, mais ça n'a pas trop changé en 2021. On regarde que c'est le bas, en fait, là où il y a l'incidence est beaucoup plus élevée par rapport à la partie nord du pays. Diapo, s'il vous plaît. Donc, quand on revient un peu pour voir un peu ce qui était prévu dans notre plan stratégique 2015-2020, 2007-2020, en bleu, vous avez ce qui était prévu et en rouge, c'est ce que nous avons eu sur le terrain. Et quand on regarde, la situation n'est pas réjouissante parce qu'on voit qu'au lieu de diminuer, nous sommes montés. Et en 2021, on n'a pas présenté ça ici, mais l'incident est de 569, ça veut dire qu'on a augmenté en matière d'incidence pour le paludisme au niveau du Burkina. Quand on regarde un peu ce que nous avons pour la mortalité, les chiffres allaient, là on est un peu en deçà de ce que nous avions prévu, pour dire que même si on a l'incidence qui augmente, la bonne nouvelle c'est que la mortalité au moins diminue, c'est qu'on prend en charge, beaucoup de choses sont prises en charge pour pouvoir réduire vraiment cette maladie, prendre en charge cette maladie au niveau du Burkina. Diapo. Ça, c'est un peu pour donner des indicateurs au niveau de ce qui était prévu dans notre plan stratégique. Pour l'incidence, on n'a pas pu réduire. On devait être à 323 pour 1000. On est à 568. Quand on regarde le taux de positivité, ça, c'est quand même un peu sévère. On avait prévu être à 70, on est à 68, c'est à peu près, c'est acceptable. Pour la létalité du paludisme, on avait prévu à 0,7, on est effectivement à 0,7. La mortalité du paludisme pour 100 000 habitants, on devait être à 17, malheureusement on est à 20. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui doivent être faits pour pouvoir en fait rendre tous ces indicateurs au vert. Diapo, s'il vous plaît. Pour l'impact, on nous a demandé de parler de l'impact de la COVID sur la lutte contre le paludisme. Effectivement, depuis l'avènement de la COVID-19, toutes les maladies ont pris un coup. Le paludisme n'a pas fait exception. Et quand on regarde les formations sanitaires au cours de la pandémie, beaucoup de gens avaient peur, il y avait la peur, la hantise d'aller dans une formation sanitaire, ce qui a affecté un peu la prise en charge des cas de paludisme parce que les gens allaient moins dans les formations sanitaires et les gens qui partaient sont vraiment les cas graves. Et quand on vient avec les cas graves, ça impacte parce que plus c'est compliqué, plus la prise en charge. Donc, ça a augmenté un peu la mortalité au niveau de nos formations sanitaires, au niveau de nos chiffres. En plus, la prise en charge, la mise en œuvre des interventions a été vraiment très élevée parce qu'il fallait payer des masques, il fallait payer des gels, il respectait les distanciations, le regroupement, par exemple, de personnes pendant les formations à cause des restrictions au niveau national. Si vous avez 100 personnes à former, c'était en un coup, il faut scinder en 2 ou 3. Donc, ça a augmenté les budgets. C'est pour dire que ça a eu un impact sur vraiment négatif sur la mise en œuvre de nos activités parce que ça a augmenté les coûts
de mise en œuvre des activités. Donc, ça n'a pas empêché vraiment de mettre en œuvre toutes nos activités, tout ce que nous avions eu comme activité. Nous avons, avec l'accompagnement des partenaires, élaboré un plan de contingence et nous avons pu vraiment mettre en œuvre cette activité. Il y a le fait aussi, je parle de la mortalité, quand on compare ça à augmenter, c'est dû probablement, comme on le dit, à l'impact de cette maladie. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, voilà ce qui concerne les activités de lutte antivectorielle quand on a demandé de parler. Nous avons pour cette année, dans notre plan stratégique et dans notre plan d'action, plusieurs activités dont on a énuméré ici pour essayer de partager avec vous. Nous avons organisé des journées nationales de lutte antivectorielle, organisé un atelier de révision du plan de gestion de résistance des vecteurs des insecticides et finaliser le plan intégré d'utilisation des insecticides. Donc, c'est vraiment une activité capitale qui nous tient à cœur parce qu'avec l'utilisation avec le ministère de l'Agriculture et d'autres départements ministériels, il faut qu'on harmonise et le premier ministère nous a donné le lead pour qu'on puisse vraiment avoir des documents normatifs dans ce domaine-là. Organiser des sorties de suivi des activités de surveillance entomologique et épidémiologique, surtout au niveau des sites sentinelles, participer aux réunions de coordination. Nous avons assuré le fonctionnement du Comité national de gestion des résistances aux insecticides une fois par trimestre, élaborer les directives de lutte antivectorielle intégrées et nous avons organisé la mise en œuvre des campagnes de distribution de MILDA. Le Burkina Faso, chaque 3 ans, organise la campagne, donc après celle de 2010, 2013, 2016, 2019. Cette année, nous sommes en pleine préparation pour la distribution universelle et tout va bien. Diapo, revenez s'il vous plaît. Nous avons la campagne qui est prévue. Je n'ai pas encore fini. Voilà, la campagne de vaccination et la campagne de distribution universelle prévue pour juillet. Nous avons le suivi continu des visites à domicile pour l'utilisation des MILDA. Donc, en ce qui compte, et nous avons la distribution des routines, le suivi organisé par semestre de monitorage communautaire sur l'utilisation des MILDA au niveau communautaire et conduit une étude d'efficacité et de durabilité des MILDA qui sont au niveau du Burkina. Diapositive, please. Donc, pour les défis et les priorités, je pense qu'on a beaucoup de défis. Et à droite, vous aviez les priorités. Le premier défi, comme vous l'avez remarqué au début de notre présentation, c'est la réduction de l'incidence des cas du paludisme qui ne fait qu'augmenter malgré la mise en œuvre des interventions à l'échelle. Donc, comme priorité, j'incite quand même, c'est renforcer la communication. Il faut veiller au respect des directives et puis recherche de financement pour certaines activités qui souffrent encore et élaborer le plan de mise en œuvre du plan de l'initiative Zéro Paludisme, je m'engage. Diapositive, please. Pour le deuxième défi, c'est la disponibilité des intrants parce que sans intrants, il n'y a pas sans intrants, il n'y a pas de programme. Et nous avons, pour cela, il faut faire le suivi, il faut respecter les engagements. Je viens de quitter une réunion avec les différents partenaires, le Fonds mondial et PMI, pour effectivement le suivi de ces intrants. La prise en charge optimale au niveau communautaire, qui est vraiment une priorité pour nous. Et nous avons l'augmentation de la couverture des intrants au niveau de la campagne de routine. Diapositive, please. Diapositive. Donc, la disponibilité des données, parce que les données étant vraiment la base pour construire, il faut qu'on puisse avoir des données de qualité pour pouvoir savoir où on est et réorienter nos interventions. Il y a les prestations de services au niveau des bénéficiaires, des personnes déplacées internes, qui est un gros défi parce que beaucoup de formations sanitaires étant fermées, c'est difficile pour nous d'avoir accès des fois aux populations. Donc, il faut, là où ils sont regroupés, qu'on puisse avoir des interventions ciblées sur ces personnes pour qu'ils ne meurent pas, ces personnes ne meurent pas du paludisme. Diapositive, please.
Donc, voilà un peu ce que je voulais, ce qui nous a été demandé de présenter et dire en conclusion, en matière de travail avec le secteur privé. Nous avons plusieurs expériences que nous pouvons dire parce que depuis 2 ans, nous sommes en plein contact avec le privé. Nous essayons de faire ce qu'on peut pour avoir leur engagement au niveau du programme, au niveau des activités de lutte contre le palu. Et comme centré entreprise, nous n'avons pas vraiment l'objectif que chaque entreprise vienne donner son main, qu'ils aient des activités vraiment pro-paludisme avec les collaborateurs, avec les entreprises, avec leur personnel. Nous avons dans ce cadre une initiative avec Ecobank que nous sommes en train de mobiliser les entreprises. Nous avons aussi une situation avec la fondation Endeavour Mining pour pouvoir avoir un village sans paludisme au niveau du Burkina dans la province de Dougou. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour l'opportunité. On demeure disponible pour répondre aux questions. Merci à Santé Entreprise pour l'opportunité qui nous a été donnée. Merci encore. Donc on retient quand même effectivement une situation où on voit une augmentation. Ce qui marque quand même, ce qui m'a marqué dans les données là, c'est l'augmentation des décès sur l'année dernière et justement rappeler la nécessité encore d'accroître les efforts pour arriver à faire baisser cette courbe des décès qui... Là, on n'a pas eu le nombre de cas de paludisme grave dans les données, mais j'imagine qu'il y a certainement eu, au vu de ce qu'on a vu, une augmentation peut-être des cas de paludisme grave, Dr Gauthier, l'année dernière, d'une année sur l'autre. Oui, il y a eu effectivement l'augmentation des cas de paludisme grave. Nous n'avons pas comparé, en tout cas, à l'année 2020. Nous avons eu un bond, c'est ce qui a expliqué en fait l'augmentation des cas de décès par rapport à l'année 2020. Donc, c'est ce que je peux répondre. Merci. En tout cas, on va poursuivre. Et c'est vrai que le sujet du partenariat avec les entreprises, pour nous, est un sujet très important. On l'a vu lorsqu'on s'est récemment, on a eu une table ronde à Ouagadougou pour justement montrer une initiative qui pourrait... il y a d'autres maladies, mais le paludisme fait partie des sujets que nous souhaitons adresser avec les entreprises. Vous avez cité Endeavour Mining, la fondation avec laquelle effectivement nous également nous travaillons, et c'est très bien, je trouve, que les miniers soient présents et appuient les activités. On n'a pas tellement, enfin peut-être qu'on reviendra sur les enjeux par rapport aux zones, parce qu'il y a quand même une petite problématique aussi de certaines régions aujourd'hui par rapport à la situation sécuritaire, voir comment est-ce que vous arrivez à malgré tout mener des activités dans des régions, en fait dans ces zones. Ça, c'est un sujet, une question souvent qu'on a des différents partenaires. Donc, madame, on va passer la parole maintenant à madame Ouedraogo, qui est responsable de communication et développement durable pour le Bolloré Transport Logistique au Burkina, qui va nous faire un partage rapide d'expérience de ce que Bolloré fait. Et puis, ce serait intéressant de nous dire, madame Ouedraogo, les besoins et puis les attentes que vous avez de collaboration avec le programme, parce que je pense que docteur avant vous, Tougri, a montré en tout cas l'importance pour le programme de collaborer avec les entreprises. Donc, je pense que ça peut être aussi un bon point de discussion après votre présentation. Voilà. Allez-y, madame Ouedraogo, vous avez 10 minutes et puis on passera ensuite à Total. D'accord. Merci. Tout à fait ce que vous venez de dire juste après l'intervention du docteur Gauthier, j'y réfléchissais à un partenariat, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne Bolloré Transport et Logistique,
D'une façon générale, nous sommes une entreprise qui œuvre dans le domaine de la logistique et du transport international. Nous faisons de l'entreposage à valeur ajoutée et nous sommes également présents dans la gestion des terminaux au niveau des ports secs, Ouaga et Bobo. Il faut ajouter que nous employons aujourd'hui au Burkina Faso plus de 400 collaborateurs burkinabés. Je précise burkinabés, et environ 350 emplois indirects, 350 emplois indirects issus donc de nos différents métiers. Toutes nos entités sont certifiées ISO ainsi que AICIMI pour ce qui est de la norme environnementale. Donc, dans le cadre de notre politique RSE, nous apportons un soutien aux couches vulnérables afin d'impacter le développement local des communautés de base, notamment dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation, la santé, l'enfance en difficulté et bien d'autres. Diapo, s'il vous plaît. Alors, nous disposons d'une couverture santé, parce que notre politique RH met un point d'honneur à cet aspect-là, par une infirmerie qui est disponible à tous les niveaux, Ouaga et Bobo, et les collaborateurs peuvent se faire consulter à tout moment, tous les jours et heures de travail. Nous bénéficions donc dans ce sens-là de la visite médicale annuelle qui est gratuite. Nous avons une assurance maladie et une politique VIH qui est en cours depuis 2008. Et cette politique-là, nous la menons en partenariat avec l'association AS, qui est membre de Santé Entreprise, que je salue en passant. Dans le domaine des activités, toujours au niveau de la santé, nous menons donc des campagnes de dépistage aussi bien pour le VIH, l'hépatite virale, la syphilis, soit c'est lors de la JMS, Journée mondiale du sida, ou lors de nos activités de collecte de sang que nous faisons en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Aussi, des actions ont été menées en 2020-2021 et toujours en cours pour ce qui est de la COVID-19 à l'interne comme à l'externe. Voilà, donc nous menons également des sensibilisations tout azimut sur les cancers féminins. On a eu des dépistages sur l'hypertension artérielle et le diabète et on a même mené une campagne de don de moustiquaires les années antécédentes. Et ça, c'était avec l'appui du programme national PALU il y a déjà une dizaine d'années. Diapo, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'impact du paludisme sur nos activités, il faut retenir que le paludisme constitue la 3e affection et représente 5,67% des frais de santé couverts par l'entreprise au titre du personnel et des familles, parce que notre assurance prend en compte également les familles. Je précise ici que nos effectifs sont pour la plupart des jeunes de moins de 40 ans. Donc, en l'absence de données exactes, malheureusement, je n'ai pas pu collecter le taux d'absentéisme pour cause PALU uniquement. Cependant, on retient que 6% du nombre d'heures totales d'absence sont affectés pour raison de santé. Tout azimut, que ce soit le PALU ou tout autre. Donc, les défis à relever, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas un partenariat formel avec le programme national PALU. On a eu à travailler avec eux pour des sensibilisations et beaucoup d'autres activités comme le don des moustiquaires et voilà. Mais ça s'est arrêté là. Toutefois, nous intégrons la question du paludisme lors de nos collectes de sang en période hivernale. Parce que pendant les vacances scolaires, les étudiants et les élèves sont en vacances. Il n'y a que les entreprises ayant un comité santé qui puissent venir en aide au Centre national de transfusion sanguine pour sauver les malades, notamment les malades du paludisme dont la survie dépend du don de sang. En conclusion, je dirais que pour parvenir à l'élimination du paludisme, il est important d'intensifier la communication sur les dangers de l'automédication parce que c'est quelque chose que nous constatons sans être directement médecin ou infirmier. Nous constatons que les gens, ils se gênent pas à aller acheter un médicament directement en pharmacie, à commencer à prendre, alors que des fois, ce n'est même pas le palu, même si on a des signes similaires. Et ça retarde la prise en charge naturellement du palu par les spécialistes de la santé. Nous insistons aussi qu'il est important d'encourager la population, que ce soit dans le secteur privé ou autre, à l'élimination des vecteurs du paludisme.
Ça va être certainement une grande campagne d'assainissement, soit au niveau des quartiers, soit au niveau des entreprises, pour vraiment éliminer tout ce qui est récipient, des flaques d'eau qui favorisent la multiplication du vecteur et du microbe. Voilà. Et aussi multiplier les campagnes de dons de moustiquaires. On en a eu quelques fois, mais ça ne couvre pas toute la population. Et on pense qu'en intégrant le secteur privé, on pourra en tout cas atteindre une population beaucoup plus élargie et aussi les crèmes répulsives, si cela est à portée de main. Chapeau. C'est tout pour ce qui est de notre contribution. Je vous remercie pour votre attention. Bon, bien, merci Madame Ouedraogo. Je pense que vous avez souligné deux, trois points. Moi, je retiendrai quand même le fait qu'effectivement, il y a une opportunité peut-être là, certainement, de renforcer la collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. C'est quelque chose que nous avons pu noter, effectivement, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais vous l'avez rappelé, effectivement, donc, sur la distribution de moustiquaires, vous aviez dit que ça faisait déjà 10 ans, il est important de, voilà, vous êtes une entreprise de transport, il y a aussi, nous cherchons à voir comment est-ce que les entreprises peuvent utiliser leur savoir-faire, leur métier dans beaucoup de pays. Par exemple, travailler avec Orange sur tout ce qui concerne la communication, la sensibilisation, les campagnes SMS. Bolloré a des capacités d'entreposage, de transport de moustiquaires. Et on a beaucoup de bons exemples dans les pays de choses qui se font, mobilisant j'ai envie de dire, le cœur de métier des entreprises. Et puis après, il y a tout ce que les entreprises vont faire pour aider les programmes à accroître l'impact même des actions de lutte contre le paludisme, que ce soit pour leurs employés, les familles et les populations locales. Donc, il y a là peut-être aussi matière à voir comment est-ce que vous pouvez contribuer en tant qu'entreprise à ces actions. Donc, mais en tout cas, on retient votre présentation et je vais proposer à Jahaziel justement de partager avec nous sur le Cameroun l'exemple, donc le retour d'expérience de Total, hein, qui était une entreprise aussi engagée dans la lutte, dans la santé et dans la lutte contre le paludisme. Donc Jahaziel, on va essayer de faire en 10 minutes de façon à pouvoir avoir un dernier tour de discussion et puis que je puisse présenter 2-3 actions et activités que nous menons à l'occasion de cette semaine mondiale. Ok. Bonjour Eric, bonjour à tous les panélistes et ceux qui nous écoutent. Donc dans le cadre, pour le compte de Total, il faut dire que Total Énergie est une entreprise qui est implantée au Cameroun depuis plus de 7 décennies aujourd'hui, donc assez longtemps, et dont les activités sont principalement concentrées à la distribution des produits pétroliers et dérivés. Selon le plan d'évolution de Total Énergie, il faut dire que Total Énergie aujourd'hui entre dans un secteur de diversification des énergies qu'il propose aux utilisateurs. Donc aujourd'hui, on va vers des énergies propres, des énergies vertes. Alors, Total Énergie compte 242 employés qui sont répandus dans l'ensemble des 10 régions que compte le pays. Donc, c'est assez... ça couvre effectivement l'ensemble du périmètre du Cameroun. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la santé chez Total est un sujet extrêmement sensible. D'ailleurs, que la compagnie regarde de très près. Donc, en matière de santé, Total ne résigne à aucun moyen pour s'assurer de la santé de ses employés. On a plusieurs programmes d'ailleurs qui encadrent la santé des employeurs. Et donc, de façon hiérarchique, un poste qui a été créé pour suivre le volet santé au sein de la compagnie au Cameroun. Donc, c'est moi qui suis en charge de
de suivi de la santé des employés, notamment tout ce qui concerne la sécurité au poste de travail et l'hygiène industrielle pour toute la filiale. Alors, l'année dernière, s'il faut directement rentrer dans les réalisations qu'on a eu à faire avec Santé en entreprise, alors l'année dernière, on a eu à participer avec Santé en entreprise à un accompagnement en caravane sur le thème du palu. Ça a été un très grand succès. Et c'est des séances d'entretien, d'échange qu'on entrevoit renouvelées d'ailleurs pour le compte de cette année. Mais encore plus, on va sur des thématiques qui sont propres à la santé des employés au Cameroun, notamment le paludisme. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Alors là, oui, il y a un petit souci de son, Jaziel. Il faudra monter un tout petit peu, peut-être le volume. Voilà. Je ne sais pas, là, on est au maximum. Oui. Donc là, c'est mieux, c'est ça? Oui, c'est déjà un peu mieux. Voilà. On va poursuivre. D'accord. Donc, voilà, je disais, on entrevoit aborder d'autres thèmes encore qui tournent toujours sur la santé, autour de la santé des employés. Je parlais du paludisme, qui est un sujet suivi et très sensible, mais aussi le volet sensibilisation sur les secteurs comme le VIH, les secteurs comme la malnutrition, les sujets sur comment bien se nourrir, parce que malnutrition, voilà, comment bien se nourrir, ou même encore des sujets sur l'obésité, qui devient un facteur aujourd'hui assez fréquent dans nos habitudes alimentaires. On va également penser à tout ce qui est hypertension artérielle et tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Voilà. C'est des sujets qui tournent autour de la santé de nos collaborateurs en entreprise. Et au vu des rapports que nous avons eus de notre médecine du travail, c'est des sujets sur lesquels il faudrait qu'on s'y penche pour pouvoir mieux maîtriser ce type de risque qui arrivera sans doute si aucune action n'est mise en place. Donc voilà. L'année dernière, parlant du paludisme, on a eu à participer, je disais tantôt, à la caravane santé en entreprise, paludisme à travers la distribution des... Il y a eu le volet distribution, le volet sensibilisation et même le volet dépistage, parce que ce qui a été fait, c'est que on a organisé au sein du siège qui est à Douala des espaces aménagés pour que toutes les personnes qui souhaitent, qui veulent bien, se fassent dépister et ce pas que seulement sur le paludisme. Donc, il y avait également le VIH et tout ce que le Santé en entreprise proposait, notamment dans le cadre de cette sensibilisation, de cette campagne-là. Donc, ça a été une très bonne expérience qu'on a eu à partager avec Santé en entreprise. Et les pistes d'ouverture, comme je disais tantôt, sont également en cours de discussion pour un accompagnement. OK. Côté perspective. Voilà. Oui, c'est ça. Côté perspective et aussi ouverture vers peut-être d'autres cibles que les employés, puisque vous avez les stations-service. Effectivement. Et puis dans le cadre de vos engagements, tout ce qui est engagement sociétal, qu'est-ce que, en dehors du périmètre lieu de travail, qu'est-ce que Total aussi prévoit ou fait déjà pour contribuer en tout cas à la lutte contre voilà, donc côté perspective, effectivement, on a l'habitude de se déployer sur les deux grandes villes, les deux grandes régions au Cameroun, notamment Yaoundé et Douala. Mais effectivement, on a, comme je disais tantôt, on est répartis sur 10 régions. Donc, en perspective, il faut également joindre les autres régions à ce type d'événements, sensibilisation, oui, mais dépistage aussi et même plus au besoin, la prise en charge également. Ce qu'il faut dire côté prise en charge, c'est que tel qu'on est organisé aujourd'hui, on fonctionne plus avec les assurances
Et donc, pour les moindres symptômes observés, tous les collaborateurs sont invités à rejoindre un centre de santé qui a été validé, bien sûr, en amont. Voilà. Côté RSE, Total Énergie fait des actions concrètes en termes, par exemple, de distribution des moustiquaires imprégnés, mais également organise des sensibilisations plus ouvertes encore à l'ensemble des personnes, notamment dans le personnel de station et autres, à se joindre à ce type de sensibilisation. Mais également, là, on peut également faire mieux parce que il est souvent difficile de mobiliser tout le personnel de station à un moment précis pour faire un partage de ces événements, de cette expérience-là. Donc, c'est également une ouverture vers ce vers quoi on y pense. Et là, on profite de l'occasion pour se joindre à tout type d'accompagnement dans ce sens-là. Notamment, récemment, on a également eu un accompagnement, ou plutôt des voies de participation à des campagnes de santé en général avec le groupement interpatronal au Cameroun, qui nous soutient aussi, nous accompagne aussi dans tout ce qui est sensibilisation organisée autour de la campagne ralliant le secteur privé. Donc, voilà, ça c'est également une bonne je dirais une porte qui s'ouvre pour Total Énergie à pouvoir contribuer à la sensibilisation de plus de personnes encore et d'actions. Ok. En tout cas, merci, Jaziel. Je ne sais pas si tout a été dit. S'il y a encore des points à ajouter sur ce témoignage. Moi, je note quand même effectivement déjà l'engagement qui est Total Cameroun, Total Énergie maintenant sur les caravanes. Il est vrai que effectivement, vous avez été parmi les entreprises pionnières dans le soutien à cette initiative au Cameroun. Vous participez encore cette année à la tournée. On a noté aussi, comme pour d'ailleurs la Côte d'Ivoire, le rôle que joue le patronat ou les coalitions d'entreprises dans justement l'initiative, la promotion de ces initiatives et l'accompagnement qu'elles peuvent proposer aux entreprises. C'est très important ce travail qui est fait aussi par ces fêtières. Et je dirais enfin qu'on retient que vous avez en tant qu'entreprise, vous regardez aussi pareil au-delà du lieu de travail, ce qui peut être fait en dehors, mais dans le cadre de votre stratégie RSE, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui peut être fait avec d'autres parties prenantes et en dehors de la cible des salariés. Donc, on va déjà prendre une ou deux questions. Je vois qu'il y a justement dans le chat Dr Tano qui demande à Madame Ouedraogo sur sa présentation de nous donner, de préciser les deux premières causes de consultation chez Bolloré Logistique et Transport et Logistique au Burkina. Parce que vous avez répondu. Ah, d'accord, ça a été répondu. Ok, oui. Très bien. Donc, la réponse a été emmenée. Je vais peut-être regarder s'il y a d'autres questions dans le chat qu'on peut prendre tout de suite. Pour moi, non. Donc, c'est bien. Vous avez aussi répondu, je vois, au programme, Madame Ouedraogo, pour prendre date, pour avancer sur des discussions et des opportunités de partenariat. Donc, c'est très bien. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est peut-être partager rapidement, parce que je vois que l'heure avance et que nous approchons bientôt, nous touchons bientôt voilà, à l'heure de fin. C'est juste vous rappeler les actions que nous avons proposées dans le cadre de cette journée mondiale et
donc à la fois sur le plan global, mais aussi dans les pays. Alors, on a une campagne Zéro Palud, mon entreprise s'engage, qui a bon, Dr Tano le rappelait, hein, vous savez, on a eu en 2014, on a organisé justement avec la participation de la Côte d'Ivoire, il y avait une quinzaine de pays africains présents, d'entreprises. Il y a eu une feuille de route opérationnelle qui avait été élaborée, des outils, et je pense que l'idée, c'était justement que tous ces supports-là soient réappropriés, utilisés au niveau des pays pour essayer d'engager un peu plus les entreprises. On va être assez objectif dans notre analyse. On va dire, effectivement, il y a une phase où il y avait eu une importante participation des entreprises. C'est vrai qu'on a vu avec le temps peut-être des efforts qui ont marqué le pas pour plein de raisons, et puis dans les pays, ça change beaucoup, mais on est maintenant dans une phase où on sent qu'il y a besoin de relancer, de réengager, de réinsuffler un peu plus de souffle pour que les entreprises se réengagent un peu plus. Alors c'est vrai qu'il y a le Covid qui est passé par là, il y a d'autres maladies qui émergent, il y a les maladies cardiovasculaires, et ce qu'on voit sur le PALU, on le voit bien d'ailleurs cette année, c'est qu'on a un peu moins de participation que d'habitude. Donc pour nous, en conclusion, on peut dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts aujourd'hui, il faut les accroître, et il faut peut-être redonner de nouvelles perspectives pour que... Et donc c'est très bien que les programmes aussi fassent ce travail d'ouverture en direction des entreprises pour les aider à faire mieux et à faire plus. Donc je vais passer rapidement sur tout ça, parce que les chiffres, on les a rappelés, mais je voudrais rappeler l'appel à l'action que nous avons lancé. Donc les entreprises ont leur fondation, quand elles en ont, qui peuvent bien sûr soutenir des actions. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire aussi en utilisant le canal des entreprises. Il y a sur la sensibilisation et la communication, tout ce qui est campagne digitale. C'est pas compliqué, par exemple, pour des entreprises de diffuser de l'information à travers leurs canaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les SMS, que ce soit à travers leurs espaces tout simplement de communication, même quand ce sont des médias, ils peuvent mettre à disposition des moyens pour diffuser des contenus de prévention. Et donc, nous avons appelé les entreprises qui pouvaient le faire à participer à cette campagne digitale. Donc, il y avait un quiz PALU qui est un outil un peu d'enquête CAP sur le paludisme. C'est connaître, effectivement, évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des personnes par rapport au paludisme. Jusqu'à présent, c'est des choses qu'on faisait sur papier. Aujourd'hui, il est possible, et nous avons des solutions digitales qui permettent de le faire. Donc, tout ça, ça a été fait depuis le 20 avril. On a aussi, aujourd'hui, le webinaire en est un exemple, ce webinaire, c'est-à-dire essayer à un moment donné de rapprocher les parties prenantes pour partager des états des lieux, des opportunités aussi de collaboration. Et enfin, nous avons sur 3 pays des caravanes santé qui sont organisées cette semaine. Je veux citer quand même les 3 exemples de caravanes santé. C'est le Burkina où avec Vestergaard, l'ONG Nouvelle Vision Nouvelle, ouais, c'est ça. Et Brakina, il y a une caravane qui va circuler là donc cette semaine avec des étapes à Ouaga et à Bobo. Sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui même, il y a une caravane à Abidjan organisée sur le site de la Société ivoirienne de manutention, donc à Abidjan. Et la semaine prochaine, la caravane poursuit sa route. On a été un petit peu impacté par le calendrier du Ramadan, là, avec les fêtes qui vont tomber. Donc, ça va déborder un petit peu le mois d'avril. Mais le ministère, par exemple, de la femme, de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire
est partie prenante d'une caravane, et avec d'autres entreprises également qui participent. L'année dernière, nous l'avions fait avec EcoBank, des entreprises comme C'est Moi en Côte d'Ivoire, etc., participent à ces actions et sont engagés. Au Cameroun, nous avons, et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer l'engagement de Total Énergie Cameroun, qui fera partie cette année encore de la caravane, donc qui circule cette semaine à Douala et la semaine prochaine à Yaoundé. Il y aura Société Générale parmi ces entreprises, et j'espère ne pas en oublier. Donc tout ça pour dire, bon voilà, ça fait quelques entreprises qui sont qu'on salue, mais il reste encore beaucoup d'entreprises qu'on pourrait engager. Et donc, je pense que pour nous, c'est l'occasion de lancer un appel à toutes ces entreprises pour leur dire qu'elles peuvent faire sans que ça demande des moyens énormes, en planifiant évidemment, mais que c'est important de garder les efforts, surtout de les maintenir, voire de les accroître, parce que le palu, c'est pas, enfin, on n'est pas encore arrivé à l'élimination, et je crois que les chiffres qui nous ont été partagés au Burkina aussi montrent qu'il faut, voilà, il faut continuer à appuyer tant qu'on peut les efforts pour arriver à faire, par exemple, baisser le nombre de décès, à faire baisser le nombre de cas. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, en termes d'innovation, nous avons aussi proposé des messages un peu type, hein, qui sont souvent ceux des messages des campagnes un petit peu, ou des messages proposés par l'OMS et Rollback Malaria, qui sont assez simples, hein. Donc, un message un jour avec des choses, des messages sur le fait de dormir sur moustiquaire, de rappeler l'importance de dormir sur moustiquaire, notamment s'assurer que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont bien protégés, tout le travail sur l'assainissement, toute la nécessité aussi de passer par le test rapide de diagnostic avant de prendre des médicaments pour éviter l'automédication et traiter toute fièvre comme un palu. Voilà, donc tout ça, c'est des kits qui sont disponibles sur les sites que vous pouvez télécharger. Il y a également cette innovation avec le kit de protection palu, le Prev Kit Palu que nous avons présenté d'ailleurs à Ouaga en mars dernier, qui allie la moustiquaire imprégnée de dernière génération avec un répulsif qui en protège des piqûres de moustiques avant d'aller se coucher, plus la partie info palu qui redirige avec un QR code vers des contenus de prévention. On sait maintenant, on partage tous ce constat, c'est pas tout de donner des moustiquaires à des gens, la question c'est est-ce qu'il y a une utilisation derrière. Donc comment on peut à la fois vérifier, entre guillemets, que on a déballé la moustiquaire, qu'on l'a bien installée, qu'on dort bien dessus. On peut utiliser le digital aujourd'hui pour créer entre guillemets, des communautés d'utilisateurs des moustiquaires et des solutions de lutte antivectorielle pour avoir des feedbacks et sur la durée, en tout cas, suivre tout ça. Donc ça, c'est des innovations qui sont très importantes, et nous appelons vraiment les entreprises qui peuvent pousser, enfin proposer cela aux familles, hein, souvent dans des entreprises qui ont une activité en milieu rural, mais pas que, hein, dans des zones où on peut être impacté. Il faut rappeler quand même que pour les entreprises, le paludisme, on le dira jamais assez, c'est une cause importante d'absentéisme au travail, mais c'est aussi une cause importante d'absentéisme scolaire pour les enfants qui sont malades. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes de retour sur investissement, est très important. Quand on met $10 ou j'allais dire, on va plutôt le prendre dans l'autre sens. Quand on met $1 dans la lutte contre le paludisme, quand on est une entreprise, le retour sur investissement, il est de 5 voire $10. Donc, c'est-à-dire, quand on investit $1 en termes de bénéfices, en termes de réduction du nombre de cas,
en termes de baisse de l'absentéisme, en termes de réduction des dépenses derrière de santé, sans parler des coûts de prise en charge du paludisme grave qui peuvent se révéler très très lourds pour des entreprises quand il faut par exemple faire une évacuation sanitaire. Si on chiffre tout ça, et comme le rappelait le docteur Tano, souvent les entreprises, c'est des coûts cachés pour les entreprises qui ne s'en rendent pas compte. Il est très important qu'elles se mettent d'une manière, j'ai envie de dire, planifiée à financer la lutte contre le paludisme de cette manière continue, sans être dans des choses ponctuelles. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour cette partie. Je sais pas. Alors, s'il y a une question ou deux, on va les prendre. Mais je vois qu'on arrive à la fin et on a encore 2-3 minutes avant la fin. Est-ce que déjà dans les panélistes, vous avez des questions à adresser à l'un ou l'autre ou à moi-même? Et puis, parce que je vois dans les questions, dans le chat, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez les uns les autres des questions à vous adresser mutuellement en tant que Oui, moi j'ai des questions. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, donc c'est peut-être un commentaire pour dire que on sait que au niveau des entreprises, beaucoup de choses sont faites par rapport en fait à la lutte contre le paludisme. C'est vraiment négocier la collaboration pour qu'on puisse au moins documenter et dire en fait ce qui est fait, parce que quand on regarde un peu l'engagement des financements endogènes, deux fois c'est faible. C'est tout simplement parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas en fait documenter. Donc nous demandons simplement qu'on puisse être informé par rapport à ce qui est fait pour que dans le bilan global, on puisse savoir telle ou telle entreprise a investi telle ou telle chose dans le domaine du paludisme et qu'on puisse en fait pouvoir avoir une idée claire, et si par exemple des domaines sont déjà couverts, qu'on puisse redéployer un peu ce que nous avons prévu. Donc c'est vraiment, et qu'on puisse aussi pouvoir canaliser, avoir une discussion avant, parce que ça peut, nous avons des documents, chaque programme national de contre le paludisme a des plans stratégiques, donc c'est de regarder comment on peut accompagner l'ensemble, chacun à son niveau. On ne demande pas de venir disponibiliser l'argent au niveau du programme, mais que les actions qui sont entreprises puissent être vraiment capitalisées au niveau des programmes et pouvoir avancer dans la lutte. Donc, c'est vraiment un commentaire d'ordre global que je voulais faire et féliciter vraiment l'ensemble des entreprises, parce que le paludisme n'est pas seulement l'affaire d'une seule personne. Chacun à son niveau peut apporter sa pierre, et c'est chacun en apportant sa pierre qu'on pourra arriver à éliminer le paludisme dans nos pays. Merci beaucoup. Oui, mais merci de ce rappel. Moi, je veux juste, effectivement, en écho à ça, dire que c'est un engagement que nous avons pris, que nous prenons d'ailleurs dans tous les pays où se déploient des caravanes. C'est nous sommes maintenant dotés d'un système de collecte des données avec une interface qui s'appelle Scilab et qui permet de rendre compte au programme, au ministère de la Santé, des actions qui ont été menées. Donc, on est capable, tout ça, avec des données évidemment anonymisées qui respectent évidemment la confidentialité, d'avoir un rapport global qui montre les sites où nous sommes intervenus, les populations qui ont été accueillis sur la caravane, qui ont été sensibilisés, ça c'est des indicateurs, dépistés, orientés vers une prise en charge, et nous travaillons vraiment en lien étroit, bien entendu, et avec les autorités sanitaires. C'est très important de rappeler ce message. Les entreprises peuvent agir, mais il ne faut absolument pas qu'elles agissent de manière isolée et seules dans leur coin. C'est très important que ce travail qui est fait soit aussi visible et qu'il y ait un reporting pour pour aussi effectivement valoriser, vous avez tout à fait raison, tout ce qui est fait par
les entreprises. Souvent, on dit elles font des choses, mais on ne sait pas exactement ce qu'elles font, combien de gens ça concerne, etc., ni même dans quelle zone elles interviennent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très attentifs, docteur Tougri, et vous pouvez compter sur les équipes aussi au Burkina pour que cet échange ait lieu. Je pense que même après cette caravane, ils viendront faire le partage avec vous de ce qui aura été fait. Ils sont en ligne d'ailleurs, et je les salue. Très bien. Ben, écoutez, moi, je pense qu'on arrive au terme de notre réunion. Je vous souhaite alors déjà, tous les panélistes, vos présentations on peut les partager. Hein, je pense qu'elles sont maintenant publiques. Madame Ouedraogo, votre présentation, on peut la partager? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Ben, je pense que c'est pareil pour vous, docteur Tougri, et il m'avait déjà donné son accord aussi, docteur Tano. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas à tous les intervenants, je vous remercie encore. Et puis, je vous dis, le replay va être disponible tout de suite après, vous allez le recevoir. Et je vous rappelle quand même, voilà, on compte sur vous pour diffuser, pour participer à la campagne digitale. Il y a le quiz Palu, il y a le kit, le site kitpalu.centredentreprise.com qu'on vous invite à aller voir aussi. On va vous renvoyer tout ça par mail. Donc, bonne continuation et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup.